son. Je vais couper l'audio. Hein. Ah oui, clairement. On n'est pas censé nous entendre là sur le stream normalement. Ah ouais. Bah dans le pire des cas, on a coupé l'audio. Mais... Bien chaud. Tant ils nous entendent. Ah non, ils nous entendent. Yeah, Oh non, non, c'est trop gênant. Bon bah faut lancer. C'est Léna. Let's go. Et il y a... Je crois que c'est Nassim, ça aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à Bonjour tout le monde. tous. Bienvenue sur ce petit stream dans lequel on va vous présenter notre jeu Swift, qui est donc le jeu qu'on a réalisé lors de notre dernière année à Rubica Super Info Game. Je propose déjà qu'on commence par se présenter. Nils, je t'en prie, raconte-nous ta vie. Eh ben Nils Nerson, j'étais producteur, alors moi sur ce projet j'étais producteur et level designer, ainsi que props artiste, mais moins. Nicolas Seriani donc. Oui, moi je suis du coup le porteur de vision du jeu, c'est moi qui ai proposé le concept à la base et qui me suis assuré du coup que la vision initiale soit respectée, et j'étais également du coup programmeur, VFX artiste et animateur sur le jeu. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au jeu. On va jouer au jeu, on va commencer par une présentation rapide du jeu, on va pas passer trop de temps dessus, pardon. Juste histoire que vous compreniez un petit peu ce qui se passe, les différents pouvoirs, ce genre de choses. Et après on va directement lancer une vraie game, histoire qu'on voit un petit peu le jeu et qu'on parle du développement de tout ça, quoi. Yes. Et oui, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser. Tout à fait. C'est un plaisir d'y répondre. Du coup, le temps qu'on lance le truc, je vais déjà un peu pitcher le concept principal. Donc Swift, c'est un jeu multijoueur compétitif qui se joue en équipe de 3 contre 3 du coup. Donc c'est un jeu qui se joue à la première personne, avec une caméra première personne, mais ce n'est pas un shooter, puisque c'est un jeu où on se bat avec des épées, donc uniquement au corps à corps, et qui est basé sur une mécanique principale de one shot. Donc en fait, un coup d'épée suffit pour tuer n'importe quel ennemi, il n'y a pas de point de vie. Donc ça crée des affrontements assez intenses où on va essayer un peu de se regarder, se jauger un peu comme l'escrime et essayer de porter le coup fatal finalement. Et en plus de ça, on a un contrôleur assez libre qui nous permet de se déplacer rapidement dans la map, d'escalader les murs, de sauter, double sauter, etc. Et le tout se joue dans un mode de jeu capture de flag, mode de jeu assez classique. Chaque équipe possède un artefact précieux appelé l'orbe. Le but est d'aller capturer l'orbe ennemi et de le ramener à sa base pour marquer un point, et donc le but c'est d'avoir le plus de points à la fin. Voilà, faire tout ça du coup en défendant sa propre orbe pour pas que l'équipe adverse marque des points. Voilà, donc c'est assez simple en fait, ça a peut-être l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple comme jeu, c'était un peu le but. Et je propose qu'on lance, monsieur Michel Magic 974 va se ready up, oui. Et on va lancer un petit lobby. Et Pandanim, tu peux lancer. Parfait. Tu veux ça là. Ok. Alors, voilà. Tiens, vas-y, prends les contrôles. Commence par Donc du coup, dans le jeu, on va avoir des personnages, on va avoir des pouvoirs, on va pas le présenter tout de suite, on va d'abord un peu parler des contrôleurs de base. Parle-nous un peu. Si tu veux skip timer, peut-être pour... Oui. Alors le contrôleur, c'est assez simple. Tous les personnages courent de base. Ils peuvent sauter, ils peuvent double sauter, ils peuvent faire des petites impulsions en avant, des petites esquives, enfin en avant, dans toutes les directions de leur déplacement. Tu baisses le son un peu. Parfait. Et aussi, surtout, ils peuvent escalader les murs, ce qui leur permet en fait d'être très mobiles en fait à travers la carte, à travers le niveau, parce que vraiment ils ont quasiment accès à n'importe quel endroit du niveau, sous condition bien sûr qu'ils arrivent, qu'ils maîtrisent assez bien leurs mouvements pour bien gérer leur saut, leur escalade et leurs esquives. On a aussi, bon ça on en parlera peut-être un peu plus quand on fera les pouvoirs, mais du coup comme on disait la mécanique de one shot, donc vas-y tue. Je vais tuer ton anime. On s'approche d'un ennemi et on le tue, il a essayé de nous esquiver ce petit sagouin, mais voilà. Donc on s'approche d'un ennemi, on clique gauche et on tue, c'est aussi simple que ça, tant qu'on est au corps à corps bien sûr. Mais vraiment, le combat c'est aussi simple que ça. Alors, il y a une petite subtilité qui est la parade qui arrive en fait si si deux personnes attaquent au même moment et se font face. Là, les épées vont s'entrechoquer un petit peu et les deux personnes vont être repoussées, exactement comme ça. Donc ça donne un petit peu plus
Ça donne un petit peu de variation au combat et ça donne des situations qui sont peut-être qui font un petit peu se sentir comme dans un animé japonais où on reprend le combat, on se replace, on fait face à l'adversaire, on fait attention à ce qu'il fait. Donc voilà, parce que oui, effectivement, comme c'est du one shot, faut faire très attention au mouvement de l'adversaire et faire très attention à son propre placement, puisque la moindre erreur peut être fatale. Si on fait un faux pas à n'importe quel moment, bah, ça peut être directement la mort, et la mort, ça peut être directement un point perdu. Donc faut toujours rester sur ses gardes dans Swift. Voilà, un truc que vous avez peut-être remarqué, le cooldown d'attaque est quand même extrêmement long, donc il faut attendre d'avoir rangé son épée entièrement avant de pouvoir réattaquer, donc c'est à peu près 1 seconde et demie. Ce qui fait que le moindre faux coup, le moindre attaque ratée fait qu'on est exposé, on est très, très vulnérable. Et donc il y a pas mal de jeux de mind game un peu où on va essayer de faire en sorte que l'ennemi utilise son attaque pour ensuite qu'il soit vulnérable et qu'on vienne le chlasser finalement. Et on va peut-être montrer un petit peu la capture aussi. Ouais, on va essayer de marquer un point juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc c'est très simple, on va dans le camp ennemi, on reste un certain temps sur ce qu'on appelle leur altar pour capturer l'orbe, et à partir de là, c'est la fuite pour aller marquer un point. La petite subtilité, c'est que le joueur qui porte l'orbe ne peut plus attaquer. Donc il est complètement à la merci de ses ennemis, et ça veut dire que ses alliés vont devoir le défendre, l'escorter à travers tout le niveau, parce qu'il doit faire littéralement tout le chemin retour pour aller marquer un point. Donc Pandanim laisse Nicolas marquer un point pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Et voilà, donc le but du jeu, c'est de faire ça, d'arriver à la fin de la partie avec le plus de points possible, ou d'arriver à 5 points. La première équipe qui arrive à 5 points gagne. Donc ça, c'est toute la base du jeu. Là, vous avez le contrôleur, vous avez le combat, vous avez comment on gagne, comment on perd aussi, bien sûr. Maintenant, on va peut-être passer aux subtilités, aux petites précisions, notamment peut-être les personnages et les pouvoirs. Comme ça, on aura à peu près tout. Tiens, je veux bien que tu me tues, Pandanim, pour qu'on vienne retrouver le rôle, la section de rôle. Alors on a 3 personnages, on a le Raider, le Hunter et le Guardian. Ils ont chacun leur rôle en fait dans la partie. Le Raider, ça va être de capturer l'orbe et de le ramener. Le Hunter, ça va être de se battre, donc de défendre ses alliés et d'attaquer, de faire en sorte que ses alliés puissent jouer sans être gênés par les ennemis. Et le dernier, c'est le Gardien, c'est un petit peu le défenseur, le support de l'équipe. Son job à lui, ça va être d'aider, de faire en sorte que ses alliés sachent où sont les ennemis à travers la map. Parce que oui, chacun des personnages a un pouvoir passif. Par exemple, celui du Gardien, c'est de faire en sorte que chaque ennemi qu'il va voir directement va être affiché derrière les murs. Là, comme on voit, à l'écran, il va être affiché derrière le mur pour tous ses alliés. Donc ça veut dire... Oula. Ah, on a un petit lag serveur, bon c'est pas grand chose. Tout va bien. À partir du moment où le gardien va voir un ennemi, tous ses alliés vont savoir où cet ennemi est. Du coup, c'est une information qui est super importante quand on veut essayer d'éviter les ennemis si on porte le drapeau, par exemple, ou si on porte l'orbe, par exemple. Le Hunter, son pouvoir est beaucoup plus simple. C'est s'il tue un ennemi ou s'il fait une parade, il va pouvoir réattaquer directement. Donc c'est pour ça qu'il est fait pour le combat, parce que lui, pour le coup, c'est beaucoup plus simple pour lui d'affronter plusieurs personnes en même temps, parce que contrairement à ses ennemis potentiellement, il peut attaquer beaucoup plus que les autres. Et enfin le Raider, 2 petites choses pour le Raider, contrairement aux autres, il a 2 impulsions, alors que les autres personnages en ont qu'une. Et il se déplace légèrement plus vite quand il porte l'orbe. Donc c'est vraiment beaucoup plus... c'est beaucoup plus intéressant pour un Raider d'aller chercher l'orbe, parce que ça va être littéralement plus simple pour lui de se déplacer à travers la carte et ne pas se faire attraper par les autres. Donc voilà pour les personnages, on peut passer au pouvoir rapidement. Je peux te enchaîner si tu veux, un peu reprendre ton souffle. Vas-y. Du coup voilà, en plus des personnages qui ont donc leur petit passif, leur petit rôle défini, on a des pouvoirs qu'on va pouvoir équiper, donc chaque joueur peut équiper un pouvoir. C'est ce qu'on voit en bas à droite, donc là je peux utiliser mon pouvoir qui est un pouvoir de téléportation. Donc ça envoie une petite orbe, une espèce d'Underpearl à la Minecraft et on se téléporte dessus. Il faut savoir que les pouvoirs et les personnages sont séparés, donc c'est pas genre tel personnage a tel pouvoir, c'est plus que chaque personnage a accès à un pool de pouvoirs et le joueur peut un peu créer son propre build. Tiens, je veux bien que tu me tues Pandanim si tu peux, afin que je revienne dans le menu de sélection encore une fois. Du coup, là, on a ici, quand on sélectionne son personnage, la liste des pouvoirs qu'on peut utiliser.
Donc on va avoir des pouvoirs un peu plus de déplacement, de mobilité, des pouvoirs un peu plus tactiques. Donc par exemple, voilà, le transfert que je viens de montrer, qui est l'ordre de téléportation, on a un petit pouvoir d'invisibilité qui est le Shadow Cloak. Donc je peux me rendre invisible totalement des ennemis. Je peux néanmoins être tué si on réussit à prédire un peu mon mouvement, et je ne peux pas attaquer pendant ce temps évidemment. Mais j'ai un petit boost de vitesse, donc c'est très pratique dans pas mal de situations pour capturer l'orbe, pour attaquer un ennemi, pour fuir un ennemi. Ensuite on va avoir des pouvoirs plus support, tels que Swing Fuse. Alors lui c'est le pouvoir le plus particulier. C'est un pouvoir qui permet en fait de se rendre invulnérable. Attends, j'ai utilisé comme un idiot, je vais pouvoir le recharger avec le. Donc c'est un pouvoir que je vais pouvoir utiliser soit sur moi, soit sur un allié. Et l'idée c'est que la personne targetée va être invulnérable. Donc là je vais Swing Fuse Michel Magic, il va se faire tuer par un ennemi et en fait il va réapparaître instantanément à mes côtés et pouvoir enchaîner immédiatement. Et du coup c'est quelque chose que je peux également faire sur moi si je ne target pas un autre joueur. Et du coup là effectivement je pose une petite balise, un petit beacon, et dès que je me ferai tuer je réapparaîtrai dessus. Voilà, donc tous les pouvoirs en fait sont faits pour être très puissants. Il y en a certains qui sont peut-être plus compliqués que d'autres à utiliser. Mais chacun en fait ils ont tous le potentiel de retourner le cours de la partie, et c'est vraiment c'était vraiment l'intention qu'on voulait avoir avec ces pouvoirs. On va pas présenter tous les pouvoirs un par un, je pense que c'est un peu long. Je pense que c'est plus intéressant qu'on essaie de lancer une vraie partie avec des vrais joueurs pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Du coup on va lancer c'est parti. Et puis on va essayer de diminuer sur les explications du jeu pour qu'on s'intéresse peut-être un peu plus au développement et de pourquoi, comment on en est arrivé là. Alors il va falloir que les gens qui sont prêts à jouer prêts à jouer, oui. Si Pandanim et Lulo pouvaient faire passer le message, on est sur quel serveur là ? Là on est sur Ipalsay, on a des gens qui arrivent. Tout le monde qui donc arrive. là on va se mettre en mode spectateur, donc on va juste un petit peu bouger autour de la partie, pouvoir un peu switcher les points de vue, voir un peu ce que les joueurs font. Et comme ça, par-dessus, nous, on pourra un petit peu discuter du jeu. Ouais. Yes. Ok. Il nous manque une petite personne. Voilà. On a Mime en renfort. Et ben c'est parfait. Essayez de mettre Graillard dans la team 2 peut-être. Nils qui fait de l'équilibrage, qui connaît évidemment. Donc voilà, on connaît les joueurs, ça fait pas mal de temps qu'ils jouent avec nous. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Je vous laisse tous vous mettre prêts et on va lancer la partie. Et ben là, c'est vous qui faites le stream, nous on va juste discuter. Voilà. Yes, ok. Bon, déjà, il y a une question dans le chat. Est-ce que le jeu sortira un jour sur Steam ? Je pense que c'est la question un peu. La grosse question. C'est la très très grosse question. Très difficile aussi. C'est très difficile à répondre comme question. Est-ce qu'on voudrait que ça sorte ? Oui, clairement. Est-ce que c'est facile à faire pour nous que ça sorte ? Non, pas du tout. C'est des choses. On y réfléchit, on essaie de trouver des solutions. Mais c'est pas aussi simple que ça pourrait être. Parce que le jeu est multijoueur, donc ça demande beaucoup d'entretien. Ça demande des serveurs, ça demande de la modération. Et c'est pas aussi simple que juste sortir un jeu solo sur Steam et de le laisser vivre sa vie tout seul, quoi. Néanmoins, pour l'instant, donc le jeu est accessible à tous. Donc, on a un serveur Discord que les gens peuvent rejoindre. On a un launcher qui est téléchargeable donc sur le Discord, et les joueurs peuvent donc jouer quand ils le veulent sur nos multiples serveurs. On en a trois. Et du coup, alors je sais pas si on va mettre le lien du Discord pendant ce live, si on fait. Voilà, parfait. Ça a été mis dans le chat, donc n'hésitez pas à rejoindre le lien posté par Swift the Game. Vous pouvez jouer là-bas et voilà. Bon, on a parlé beaucoup du jeu. À la base, on est censé parler aussi du développement et de comment on a fait tout ça, pourquoi on a fait tout ça. Mais du coup, c'est Nicolas qui a eu l'idée originale du jeu, c'est Nicolas qui était le porteur du vision. Du coup, dis-nous un petit peu comment est arrivée l'idée de Swift, quoi. Donc déjà, pour situer ceux qui sont pas familiers du coup avec Rubica, donc l'école donc se fait en 5 ans, et donc à la 5e année, dédiée en fait au développement d'un jeu qui est finalement notre jeu de fin d'études. Et l'idée c'est que ça commence un peu en fin de 4e année, puisque n'importe quel étudiant va pouvoir proposer un concept de jeu. Va y avoir une sélection de l'équipe pédagogique pour qu'il ne reste plus que 8 concepts environ.
Et ensuite, on va former des équipes voilà, d'une dizaine de personnes environ, qui vont donc développer chaque concept pendant l'année qui suit. Du coup, effectivement, Swift, c'est quelque chose, c'est le concept que j'ai proposé moi, et donc qui a été choisi, ce qui est cool. Et donc, donc Swift, c'était un concept que j'avais en tête depuis à peu près la première année à Arabica, qui traînait dans un coin de ma tête et qui, de temps en temps, j'y pensais un peu, je réfléchissais à quoi ça pouvait ressembler. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue en 3e année, on était en amphi tous les deux à côté et tu me parlais déjà de ce jeu. Ah ouais, Alors ça, j'ai aucun souvenir. Parce que la plus grosse inspiration de ce jeu, ça vient du jeu Assassin's Creed, et plus particulièrement du mode multijoueur d'Assassin's Creed qui est assez peu connu en général, parce que c'est... Parce qu'il a disparu. Parce qu'il a disparu, tout simplement. J'ai énormément joué au mode multijoueur d'Assassin's Creed 3, sur lequel il devait y avoir genre 200 personnes à peu près. Mais c'était très rigolo. On pouvait sauter dans tous les sens, tuer des gens, assassiner des gens. Et il y avait un mode capture de flag qui était très rigolo et qui était très unique en fait. Puisque souvent les captures de flag c'est dans des FPS, dans des shooters où on se tire dessus avec des armes, on prend des covers et tout. Et là du coup c'est dans le contexte d'un jeu plus corps à corps du coup, et même one shot en soi, puisque effectivement dans le jeu on peut assassiner en un coup les gens si on est proche d'eux. Du coup ça fait que le contrôleur un peu parcours des Assassin's Creed était énormément mis en valeur par le fait qu'on puisse uniquement tuer lorsqu'on est en range, puisque les bons joueurs pouvaient parfaitement utiliser leur contrôleur, leur mouvement, pour échapper totalement à leurs poursuivants et donc capturer des flags très facilement. Et du coup, il y avait une grosse emphase finalement sur ce mouvement. Donc ça, c'était un peu le point de départ, de se dire, mais c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de jeux FPS où en fait, le corps du jeu, c'est de viser les ennemis et de leur tirer dessus et de bien viser. Mais il n'y a pas tant de jeux qui mettent vraiment l'emphase sur uniquement ces mouvements, en fait. Donc c'était un peu le gros truc. C'est vraiment ce qu'on voulait, c'est que, bon évidemment, il y a un minimum de visée, incroyable ce qui vient de se passer, il y a un minimum de visée dans le jeu parce qu'il faut gérer la distance, il faut gérer quand même, savoir viser l'adversaire pour donner un coup d'épée, mais le gros du jeu, c'est vraiment le mouvement, comment on se déplace sur la carte, est-ce qu'on est rapide, est-ce qu'on arrive bien à feinter l'ennemi en combat, et ça c'est vraiment le cœur du jeu, ce qu'on voulait absolument avoir au tout départ, être sûr que ça fonctionne pour pouvoir continuer, parce que c'était vraiment la base. Si on n'arrivait pas à faire fonctionner un gameplay simplement basé sur le mouvement et du one shot, on n'aurait pas pu itérer comme on a itéré, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait après. Donc rajouter les personnages, rajouter les pouvoirs, parce qu'à la base il n'y en avait pas. Et ça c'est un truc on est assez content, c'est le fait que le mouvement peut être utilisé de plein de manières différentes par plusieurs styles de joueurs. On peut utiliser le mouvement en combat forcément, bien gérer ses déplacements, trouver les bons enchaînements pour que l'ennemi soit leurré dans une attaque et ensuite on l'enchaîne. Mais on peut aussi bien ne jamais affronter qui que ce soit et juste jouer l'objectif, jouer Raider, aller chercher l'orbe et être juste intouchable, esquiver, aller dans tous les sens, revenir en arrière, être complètement imprévisible dans ses déplacements et juste rendre les ennemis fous en fait, parce qu'on n'arrive pas à se tuer. C'est un truc que je m'amusais beaucoup à faire pendant certaines de mes parties, c'est d'essayer de jouer pacifiste, de ne tuer personne, de juste essayer de gagner en marquant des points mais en ne tuant jamais personne. Et en réalité c'est totalement valable en fait comme gameplay, parce que même pour les ennemis qui sont en face, c'est super perturbant parce qu'ils savent pas vraiment ce que tu vas faire. Ils s'attendent à ce que tu n'attaques pas parce qu'au bout d'un moment ils comprennent, mais à tout moment tu peux les tuer et du coup les surprendre et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose dont on est fier de pouvoir se dire que il y a vraiment énormément de styles de jeu qui sont valables dans le jeu, énormément de compositions différentes entre personnages et pouvoirs. Et ouais, on est vachement content de ça parce qu'on a vraiment beaucoup itéré pour en arriver là. Un truc qui est bien, c'est que on peut assez facilement voir finalement un bon joueur d'un débutant en fait qui vient de lancer le jeu juste à la manière dont il se déplace en fait. On peut peut-être parler aussi de l'aspiration du coup, qui est une mécanique un peu plus subtile du jeu. Là on est en train de la voir d'ailleurs. Oui. Donc en fait c'est une mécanique un peu comme dans les jeux de course. En fait quand on poursuit un personnage, soit un allié soit un ennemi, on va petit à petit gagner de l'aspiration, en fait on va gagner de la vitesse du moment qu'il reste en ligne droite dans sa course. Et donc pour poursuivre quelqu'un c'est quand même assez pratique, et c'est là que ça montre finalement l'importance de pas forcément utiliser le chemin le plus évident quand on veut s'enfuir, pas forcément aller tout droit, parce que l'ennemi va juste pouvoir utiliser l'aspiration pour nous rattraper, mais au contraire essayer d'aller un peu à gauche, à droite, grimper au mur, revenir en arrière.
Donc ça c'était une mécanique qui a été rajoutée un peu plus tard, mais qui était vraiment nécessaire en fait au jeu pour vraiment bien définir la méta du jeu et genre mettre en valeur la bonne initiation de mouvement versus juste aller tout droit comme un débile. Oui, parce qu'en fait on est très vite arrivé à un problème qui était tout simplement quand on courait derrière quelqu'un qui avait l'orbe, et on pouvait pas le rattraper parce que tous les personnages courent à la même vitesse, donc à partir du moment où quelqu'un est devant vous, il n'y avait pas moyen de le rattraper. Donc c'était très très frustrant, et donc on a ajouté cette petite mécanique d'aspiration à ce moment-là. Et au final ça a créé des stratégies qu'on n'avait pas forcément prévues à la base, mais qu'on a très vite remarqué qui allaient apparaître. C'est que par exemple pour escorter quelqu'un qui porte l'orbe, se mettre devant lui plutôt que derrière, parce que comme ça il va aller plus vite et pouvoir marquer plus vite et pouvoir semer ses ennemis aussi plus facilement. J'en profite tant qu'on est sur les mécaniques un peu plus annexes, un peu plus subtiles. On a ici le pick-up au centre de la partie. Donc souvent dans les jeux de ce genre, on va avoir des packs de soins finalement pour se soigner, mais là dans Swift il n'y a pas de point de vie, donc on avait besoin d'un petit pick-up d'intérêt pour les joueurs. Et en fait l'idée c'est que si on passe dessus, on va pouvoir recharger son pouvoir instantanément, donc on va pouvoir faire des combinaisons, enchaîner 2 pouvoirs d'affilée pour s'enfuir ou pour attaquer. On a également le booster ici, donc qui est simplement juste un petit collider, on passe dedans et pouf, on est propulsé. Donc voilà, je parlais rapidement de ça pour expliquer. Et puis en dernier, on a quelque chose de très très simple aussi, qui est un peu plus loin dans la map, qui est simplement ce qu'on appelle la porte. Ah, je pense qu'il va l'emprunter. Non, peut-être pas. Il feinte. À moins que. Qui est juste là, ouais, ça fait que. Qui est la porte, en fait, c'est juste une porte qu'on passe et elle se ferme derrière nous. Donc ça permet de bloquer quelqu'un qui nous poursuit ou de faire une embuscade pour piéger quelqu'un. Voilà. Yes. Combien il y a 2-1 là Quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur sur Swift, c'était de faire quelque chose de très très simple. En fait, le concept de base du jeu est vraiment très simple. C'est juste des gens qui doivent aller capturer un drapeau, le ramener à leur base. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout dans les jeux vidéo. Et on n'a pas de mécanique de tir, on a juste du corps à corps. Donc on a vraiment quelque chose de très simple. Et on voulait faire en sorte en fait avec une base très simple, faire un gameplay qui soit assez profond pour que les gens puissent s'améliorer et essayer de trouver des petites stratégies dans des petits détails dans toutes les mécaniques, donc les déplacements, les pouvoirs et tout. Essayer de trouver des petites subtilités pour devenir meilleur. Mais comme ça en fait ça en fait un jeu qui est mine de rien relativement accessible en fait. Dès la première partie, peut-être qu'on va pas forcément gagner, on va pas faire une performance super cool, mais on va comprendre un petit peu directement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et la deuxième partie on va tout de suite être bien meilleur qu'à la première. Ça c'est un truc très l'accessibilité, c'est un truc aussi qui a beaucoup progressé durant le développement du jeu, et à la base en fait, nous on joue à des jeux multijoueurs de ce genre, et on aime bien ce genre de tout ce qui est les petites techniques, les trucs un peu avancés qu'il faut maîtriser pendant longtemps dans un jeu. Et au début, on a tendance à vouloir des trucs un peu similaires comme ça dans Swift. Donc je me souviens qu'au début, on avait la volonté de faire un système de short hop, long hop, un peu comme dans Smash, où si on appuie très rapidement sur la barre d'espace, en fait, ça fait un tout petit saut, et sinon ça fait un saut plus élevé. On avait également genre une sorte de mécanique de flow, qui est devenue plus tard aspiration en soi, mais en fait où plus on se déplaçait bien, plus on allait vite en fait. Voilà, c'est ça. On gagnait de la vitesse si on enchaînait bien fluidement notre parcours. On se prenait pas les murs, on faisait pas de retour en arrière. Et en fait, tout ce genre de petites mécaniques un peu subtiles, un peu avancées, en fait, on s'est dit que c'était pas nécessaire en fait au jeu, et qu'en fait, il fallait aller au plus simple et vraiment genre rendre le contrôleur de base le plus accessible possible pour que n'importe qui puisse en 1 minute, 2 minutes juste escalader les murs, sauter, double sauter, et après se déplacer rapidement à la map de manière optimisée, et que ce soit assez simple pour eux, quoi. Et pour que le focus sur le mastering du jeu soit plus sur la synergie d'équipe, les bonnes stratégies, le combat avec le corps à corps. Je te laisse relancer une partie, parce que bien joué à la Team 2 qui a gagné. Oui. C'était serré, j'ai l'impression. Effectivement. J'ai pas du tout suivi ce qui se passait, puisqu'on parle. Moi non plus, en fait, j'ai beaucoup de mal de suivre les deux en même temps, j'espère que ça va aller. Il y avait des plays qui avaient l'air assez sympas. Oui.
Notamment certains doublés de Pepper Martin. Effectivement. Yes, ok. Tac, on va laisser Hop, on les attend gens juste que ça se ready up. Hop. Et on va pouvoir lancer une deuxième partie parce qu'on a encore du temps. Tiens, je te pense que c'est pas... Parce que du coup, ouais, ça me faisait penser, effectivement, tu parlais donc donc de simplifier, etc. Il faut savoir que le concept initial ne pensait pas de personnages différents, en fait. À la base, Swift, dans la manière dont je voyais le concept, c'était vraiment un scope très très réduit pour vraiment qu'on puisse rapidement produire. Et donc du coup avoir juste des pouvoirs, pouvoir équiper deux pouvoirs d'ailleurs, on pouvait avoir deux pouvoirs pour faire un peu son build, et pas donc voilà de trucs de personnages comme on voit dans beaucoup de jeux maintenant, League of Legends, Valorant, etc. Pour économiser du temps de prod. Mais le problème c'est qu'on a vite vu au début qu'on avait un problème sur les objectifs des joueurs. Les gens avaient du mal en fait à se trouver des objectifs parce qu'il se passe tellement de choses dans le jeu. Il faut capturer l'orbe, il faut défendre son orbe à soi, il faut aller escorter celui qui porte l'orbe, il faut aller tuer celui qui a chopé l'orbe. Donc il y a plein de micro-objectifs qui ont lieu pendant la partie, qui apparaissent petit à petit. Et et en fait c'était un peu dur pour un joueur comme ça qui débute de se dire qu'est-ce que je dois faire concrètement, quelle est ma place dans tout ça. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'est une game designer qui est arrivée un jour voilà, avec ces trois personnages, le Hunter, le Raider, le Guardian. Et au final, les personnages ont genre pas du tout changé, ils étaient exactement comme ça au début. Il y a eu un peu d'équilibrage et tout, mais les trois core concepts de le Hunter peut réattaquer après parade kill, le Gardien a ce système de vision pour partager ses alliés, et le Raider est plus optimisé pour capturer l'orbe. C'est quelque chose qui est resté et qui marchait très très bien pour vraiment que chaque joueur se comprenne quel était son rôle finalement à tout moment. Et puis ça permet aussi vraiment parce que même si on n'avait pas mis ces rôles, il y a énormément de styles de jeu qui sont tout à fait valables dans Swift, mais ça permet juste d'attirer en fait les gens, de les onboarder comme on dit, dans le jeu, parce que si je parle à un joueur qui aime plus être un support et tout, et ben c'est possible dans Swift, mais juste lui dire c'est le Gardien qui est le plus optimisé pour ça, et ben directement il va savoir quoi faire, il va savoir que il va pouvoir jouer un petit peu en retrait et quand même faire du bon travail et être utile pour son équipe. Alors que quelqu'un qui veut juste se battre et qui ce qui l'intéresse c'est du PVP et rien d'autre, tout de suite on veut lui dire bah le Hunter c'est fait pour toi, il prend le Hunter et il va s'amuser. Et pareil du coup pour les raiders qui sont peut-être beaucoup plus concentrés sur les gens qui veulent gagner. Voilà. Et en tout cas ça a été confirmé en fait dans la prod que c'était la bonne voie, parce que même au sein de l'équipe on avait des membres qui étaient juste moi je joue juste raider en fait, c'est ça qui m'amuse, je vais capturer l'orbe, j'esquive les gens et voilà c'est super drôle. Et d'autres qui étaient non j'ai juste envie de frag et de style sur des gens et donc de jouer Hunter, d'enchaîner les kills, d'être top frag à la fin. Donc c'était vraiment une bonne motivation du fait qu'on était sur la bonne voie là-dessus quoi. Oui. Et puis oui, parce on passait énormément de temps à jouer au jeu de notre côté, parce que on adore en fait ce jeu, on a adoré le développer, mais on adore aussi y jouer, et je pense que c'est quelque chose d'assez important en fait quand on développe un jeu, de se dire, enfin c'est quelque chose d'assez important et d'assez fou aussi, de se dire, pendant 9 mois on a joué à ce jeu quasiment tous les jours, et on s'en est pas lassé du tout quoi, alors qu'on vraiment c'était notre vie, parce qu'on passait notre temps à le développer, on passait aussi notre temps à y jouer, donc il y avait cette espèce de cercle vertueux de j'ai envie de jouer au jeu parce que c'est rigolo, donc je m'amuse sur le jeu, donc j'ai envie de travailler sur le jeu pour l'améliorer, voir tous les petits problèmes qu'on a pendant les playtests, de fixer ça, et du coup j'ai à nouveau envie de jouer pour voir ce qui a été ajouté au jeu, ce qui a été fixé, ce qui a été truc, et ainsi de suite en fait. Et du coup il y avait un peu ce cycle qui était vraiment très très agréable pendant le développement, où vraiment on s'éclatait et on travaillait, on était motivés. C'était vraiment super. C'était vraiment fou ces 9 mois quand même. Et aussi le fait que du coup évidemment au début nos playtests se faisaient en interne entre nous, entre membres de l'équipe, et puis il y a un moment où on s'est dit bon voilà on va commencer à vraiment ouvrir le jeu à plus de monde, donc ça c'était plus vers avril environ où on a commencé vraiment à créer notre Discord, à inviter des gens, et les joueurs ont fait leur première partie, ils ont rempli leur petit formulaire de playtest et ils avaient encore accès au launcher, encore accès au Discord, et de temps en temps on voyait juste une partie qui se jouait, mais on savait pas qui c'était, on voyait juste leur pseudo, on voyait les résultats de la partie, parce qu'on a un bot qui du coup poste les résultats dans le channel Discord, et on voyait juste ces gens, on savait pas trop qui c'était, on disait genre ok ils ont fait une partie, trop cool,
Et voilà, juste les gens s'amusaient sur le jeu, donc c'était encore plus motivant de se dire que non seulement nous, on se marre dessus, mais il y a d'autres gens aussi qui s'amusent dessus. Le jeu C'est plaît. ça, le jeu est fun, Le jeu donc plaît. c'était encore plus encourageant, quoi. Et Ouais. voilà. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Oui, je- Notamment, pas j'ai une vu une question question. par rapport à mon main. Je main Raider, voilà. Ah ouais, tu mets alors. Je main Raider. D'accord. Effectivement. Au début c'était Guardian, ensuite c'était un peu Hunter, et maintenant c'est plus Raider. Trop marrant. Moi j'aime tout jouer, mais j'aime surtout gagner. Voilà. Oui. Nicolas, son style de jeu, c'est de faire n'importe quoi en début de partie. Et au bout de, quand il reste plus que 3 minutes dans la partie, une fois qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre, il passe Raider et il gagne. N'importe quoi. C'est tellement faux. C'est absolument vrai. C'est vraiment pas vrai. Certaines parties c'est vrai, mais pas toutes. Oui, parce que ça c'était très rigolo aussi. C'était forcément un jeu multijoueur compétitif. Donc il y a eu cette espèce de petite compétition bien sûr. au sein des membres de l'équipe, forcément, hein, parce que c'était aussi un truc important. Ce qui nous a par exemple poussé à taffer pour créer un leaderboard, voilà, un peu comme dans les vrais jeux où on a un système d'élo. On peut gagner l'élo après chaque game et donc voir notre position augmenter dans le scoreboard. Et ça c'était vraiment un autre sujet important finalement. Qui c'est qui est premier, enfin, voilà. Bon, c'est moi évidemment, c'est moi. Mais Ça a été oui, un gros sujet de discussion. Ouais, le leaderboard. Mais au final, ça nous permet quand même d'avoir plus ou moins l'expérience complète d'un jeu vidéo multijoueur compétitif. On n'a pas le matchmaking, malheureusement. Mais on a quand même le leaderboard, donc mine de rien, on a un système d'élo, on a un système de classement avec des ranks, des paliers qu'on peut atteindre. Donc, là on peut voir par exemple les petits badges qu'on a en symboles. jeu. Greyard qui est actuellement top 3 je crois il me semble de mémoire. C'est ça. Greyard qui est depuis quasiment le début un des meilleurs joueurs qu'on a. C'est clairement effectivement un OG joueur. Guardian depuis le début d'ailleurs aussi. Ah, il joue Raider des fois. Ah ouais. Récemment, je le vois pas mal jouer Raider, c'est J'ai ça. jamais vu jouer Raider. Ouais. Il est particulièrement bon Guardian quand même. Voilà. Ouais. Il y a 2-0 là. Ouais. Sinon, du coup, concernant l'équipe, on était 7 à développer ce jeu pendant 9 mois. Donc on avait Nicolas qui a fait beaucoup de VFX, mais aussi pas mal de programmation, notamment du contrôleur. Léo qui s'est occupé de toute la partie en ligne, Networking, et et puis de la programmation. un peu de programmation back-end. Gameplay. Julie Smael qui était du coup le game designer principal du jeu. Donc c'est lui qui a eu l'idée du coup des 3 rôles, des pouvoirs, c'est lui qui a designé tous les pouvoirs. Qui a écrit énormément de pages de doc. Beaucoup. Mais il a aussi fait le son du jeu. C'est lui qui s'est occupé de toute la spatialisation, il s'est occupé de faire pas mal d'effets sonores, des SFX. C'est lui qui a géré aussi les doubleurs pour leur pitcher, leur écrire les phrases. C'est fou. Gaillard est vraiment trop fort. Non, Ensuite, on avait 3 artistes. Antoine qui s'est occupé des personnages, Pilou qui a fait tout l'environnement, et Cafou, Alexandre, pardon, qui était plus directeur artistique et qui aidait beaucoup sur tout ce qui était texture, vision artistique. pas mal d'UI aussi. Pas mal d'UI, c'est vrai qu'il a fait pas mal d'UI. Il a fait un peu de musique. Un peu de musique, bon un peu touche à tout. Il a fait un petit peu de musique et moi du coup j'étais du producteur, level designer et j'ai fait 2-3 props. Donc en fait le truc c'est que on était 7 et on a fait chacun d'entre nous on n'avait pas un seul rôle. On a fait vraiment beaucoup de choses différentes pour pouvoir un petit peu compléter les trous, ce qui nous manquait parce que 7 c'est pas beaucoup. 7 c'est court. Donc c'est ça aussi qui a été assez fun dans ce projet, c'est que chacun d'entre nous a un petit peu dû mine de rien sortir de sa zone de confort, ou en tout cas on s'est tous intéressés, on a tous travaillé des domaines qui nous intéressaient mais peut-être qu'on n'avait pas eu l'occasion de pousser avant. Et du coup ça a été l'occasion de les pousser et de prendre confiance en nous sur ces domaines-là. Bon, ça veut pas dire que ça n'a pas été sans difficulté également, hein, parce que forcément, 7 personnes, c'est pas beaucoup. Non. On a eu 1 milliard de galères, forcément. Bon, faire un jeu vidéo, forcément, c'est toujours comme ça. Mais on a eu
je me souviens d'un moment dans l'année où, autour de janvier-février, où pendant une extrêmement longue période, il n'y a pas eu un seul jour où il y avait tous les membres de l'équipe frais et disponibles. Moi je me suis cassé la jambe, il y en a qui perdaient des doigts, d'autres qui étaient malades. Enfin, il y a vraiment eu une période où voilà, on était un peu à moitié. Mais en vrai, du coup, oui, il y avait une période où tu t'étais cassé la jambe Oui. et ça t'avait obligé à revenir, à retourner du coup vers Paris pour pouvoir vivre correctement. Tu ne pouvais plus marcher. Effectivement. Mais en fait, ça a obligé Léo à devoir développer en ligne hors du réseau de l'école. Et au final, ça nous a beaucoup servi parce qu'en fait, c'est ce qui a engrangé la création du Discord communautaire et ce qui nous a permis en fait après de faire des vrais games avec des vrais gens. Autre part qu'à la serre, quoi. Donc des vrais joueurs finalement, des gens qui ne connaissaient pas du tout. Pendant un long moment, on était en LAN uniquement et on ne pouvait pas jouer en réseau. Au final, un mal pour un bien. Un gros mal pour un gros bien. Mais de rien, Léo. Ça me fait une belle jambe, putain. Pardon. Oui, 4-0. Oh putain de merde. Mais oui, du coup, on était pas beaucoup et forcément, ça pose pas mal de problèmes parce que c'est normal pendant la prod d'un jeu vidéo de faire des erreurs et de se dire bon bah là ce qu'on a fait c'était pas bon, il faut qu'on refasse. Et du coup notre but à travers la prod ça a été de minimiser au maximum ce genre de moment pour se dire ok tout ce qu'on fait on le garde plus ou moins. On n'avait pas beaucoup le droit à l'erreur effectivement. Non, on n'avait pas beaucoup le droit à l'erreur et ça en fait c'est beaucoup passé à travers on s'obligeait en fait tous les mercredis soirs, tous les vendredis soirs à faire un playtest du jeu. Pour tester les bugs et pour tester en fait si le jeu était fun et si les choses qu'on avait rajoutées voilà. Étaient intéressantes. On testait les bugs. Voilà, bon ça c'est voilà. Et c'est aussi ce qui nous a amené à aimer le jeu à ce point. Donc au final encore une fois, des contraintes qui nous ont amené à faire de beaucoup de choses. Combien de versions du Level Design j'ai fait? Beaucoup. 3. Beaucoup. Une bonne dizaine je pense. Le truc c'est que j'ai créé le niveau par petite zone en fait. Je sais pas si tu te souviens mais j'avais commencé la toute première zone de cette map qui a été finale, enfin que j'ai gardé plus ou moins. C'était l'endroit un petit peu marché avec les tentes et les endroits où on peut passer en dessous. Et j'avais fait pour savoir si j'avais fait en fait cette zone dans le but de savoir quelle était la bonne taille. Quelle était la bonne taille de l'environnement pour se déplacer, pour la taille des plateformes, ce genre de choses, et savoir s'il y avait un bon rythme en fait dans cette taille-là. Bon, c'était un tout petit endroit, mais ça m'a permis en fait de me dire, ok, si je le double, ça va être pas mal et ça va être à peu près l'échelle que je dois utiliser. Et en fait, ce genre d'itération, après évidemment, cette zone a évolué aussi elle-même. Mais ce genre d'itération, je l'ai fait sur chacune des zones. En tout, dans la map, il y en a 6, si je dis pas de bêtises. 6 en tout, et du coup sur chacune des zones, j'ai fait plusieurs itérations différentes pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc en soi, ça a été la même map quasiment, du début à la fin, pendant les 9 mois. Mais sur cette map, j'ai changé énormément de choses pour que ça fonctionne. Effectivement. On a peut-être le temps pour une game un peu rapide. Je pense. Hein. Faut juste qu'il se trompe globalement, je pense. Ouais, donc stomper. Voilà. Et comme ça, on finit sur une phase. Il faudrait qu'Unaragi se mette prêt, si possible, pour qu'on puisse lancer le jeu. Parfait. Ah, parfait. Trop tard. Merci beaucoup. 4 spectateurs. Voilà, donc on a encore quoi. Allez, 5 minutes, 5-6 minutes. Tout va bien, Nice, tout va bien. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé, je sais pas trop. Parce que finalement, on n'a pas d'histoire à raconter avec le jeu, donc on n'arrive pas à la fin du jeu. Le jeu continue tout le temps. Oui, vous pouvez faire des games à l'infini. Essayez de passer top 1. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Ouais. On ne peut pas passer la vidéo Swift Anthology parce que c'est une vidéo copyrightée. Ah oui, effectivement. Voilà. Montrer le out of bounds. Non, il n'y a pas de out of bounds dans Swift. Il n'y a pas de out of bounds dans Swift. Il y a vraiment genre pas de soucis avec...
Arrête de faire ça. Il est beau le jeu, hein. Là, les artistes sont en train de... Ah mais en vrai, si, montre la map un peu C'est vrai, c'est vrai. en vue de haut. Tiens, d'ailleurs, je peux même... Pour qu'on puisse voir. Hop un là, petit peu. voilà. Donc bon, pas cet endroit, parce que c'est pas... Voilà, Voilà, celui-là, Là, on est de retour dans... Voilà. Et voilà. En vrai, oui, on en a pas du tout parlé parce qu'on n'a pas vraiment d'artistes. À part jouer à Swift, vous faites quoi dans la vie maintenant? On a tous des jobs dans des entreprises différentes. On est répartis chez Ubisoft, chez Asobo, on fait du freelance. Moi je suis chez Virtuos, Nicolas est chez Riot. On est un petit peu éparpillés un peu partout. Voilà, on fait chacun un petit truc. On fait chacun nos petits trucs, mais on garde Swift dans un coin de notre tête quand même parce qu'on aime beaucoup le jeu. Mais oui, pardon, au niveau de l'environnement, ça a été un énorme challenge en fait pour les artistes parce que Swift c'est un jeu qui va très vite. Et jeu qui va très vite dit pas trop de détails et jeu très lisible parce que sinon on va se perdre. Donc ça a été un énorme challenge pour eux de trouver le bon équilibre entre quelque chose d'assez détaillé et plutôt réaliste pour rendre vraiment pour donner une identité à la carte, au niveau pardon, et rester assez simple pour que même quand on joue super vite et qu'on se déplace de partout et qu'il y a 5 personnes qui bougent de partout en face de notre tête, on arrive quand même à comprendre ce qui se passe et où sont les plateformes, où sont les murs. Donc ça a été, ils ont passé énormément de temps en fait à savoir ce qu'ils voulaient faire exactement. Et au final ça a rendu ça. Et le rendu est magnifique. Voilà, je parle pour eux, mais je suis fan en fait de nos artistes. Oui, donc challenge d'un point de vue plus créatif, artistique, mais également d'un point de vue technique, puisque Swift c'est également un jeu qui est fait sur Unity, donc qui est officiellement le meilleur moteur de jeu possible imaginable. Certains diront Unreal, mais c'est faux. Non mais du coup voilà, ça c'est un autre point important en fait, puisque du coup le jeu a été réalisé sur Unity plutôt que Unreal, contre toute attente. Bien que Unreal était quand même un moteur fait pour du coup tout ce qui est jeu multijoueur FPS, voilà. Du coup, d'un point de vue programmation, en fait, on avait un gros challenge à relever qui était donc tout l'aspect networking d'un jeu multijoueur fast-paced, etc. Et on était tous les deux quand même bien plus à l'aise sur Unity, ce qui fait qu'on a quand même facilement pu mettre derrière nous tout ce qui est les aspects un peu classiques des 3C, de l'UI, etc. pour vraiment avoir plus de temps sur tout ce qui est l'aspect technique de networking, qui était le plus complexe à gérer. Parce qu'on n'avait pas le temps en fait de risquer le fait de devoir apprendre à utiliser un moteur, parce qu'encore une fois, on était 7. Voilà, il y a aussi le fait que de base, on est, Léo et moi, super à l'aise sur Unity, et pour le coup Unreal un peu moins. Du coup, tout ce qui était les aspects 3C et tout ont été réalisés très rapidement. Et été mis en place rapidement. Mais du coup, le double tranchant, c'est que côté artiste, c'est vraiment pas un moteur sur où ils étaient le plus à l'aise, donc c'était clairement plus Unreal. Et du coup, ça a posé pas mal de problèmes d'un point de vue pipeline, workflow. C'était très long de trouver en fait un workflow artistique où intégrer des éléments, intégrer des assets dans le jeu, ce soit rapide, facile à modifier, facile de faire des petits tweakings, tout ça. C'était très long pour eux et honnêtement ils ont fait un taf de dingue parce que pour le coup eux ils ont dû apprendre le moteur en tout cas niveau art et intégration quasiment de zéro. Parce que c'était un compromis qu'on avait choisi de faire du coup à partir du moment où on choisissait Unity. Donc juste voilà, c'est le résultat est encore plus incroyable en sachant ça. C'est serré. Hein. C'est très serré, on avait dit en stomp. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait... Pas de soucis. Oui, il goroche le leaderboard, c'est vrai ça. Allez-y, essayez de battre Pattaya. Ça n'arrivera pas. Shoutcasting, please. Parce que le petit truc du leaderboard, c'est qu'il n'y a pas de matchmaking, donc vous pouvez jouer que entre vous, ne jamais jouer avec Pattaya, et vous allez le dépasser au bout d'un moment. Voilà. Donc il faut juste ne pas jouer avec Pattaya. Bon, après, il faut savoir que l'elo gagné en fin de partie est quand même calculé par rapport à qui vous affrontez. Donc si vous affrontez des gens plus forts, vous gagnerez plus que des gens très mauvais. Et vous perdrez plus du coup si vous êtes très fort et que vous perdez contre des gens qui débutent. Oui, c'est normal. Donc attention, la stratégie n'est pas si facile que ça quand même. Ça prend plus de temps, mais ça fonctionne.
Mais ouais, d'ailleurs, autre chose aussi sur le format original du jeu, on parlait des personnages. Il y a aussi le fait que le jeu à la base était plus pensé pour du 4v4. C'était plus l'intention d'avoir plus deux groupes de joueurs dans une même équipe qui opèrent chacun plus d'un côté défensif et de l'autre côté plus offensif pour créer finalement des stratégies au sein de l'équipe et ensuite devoir se rassembler pour les gros teamfights. Mais au final, on s'est plus orienté vers ce 3v3 principalement du fait qu'on n'était que 7. Encore une fois. Ce qui faisait que c'était juste pas possible de playtest facilement. fréquemment et de devoir à chaque fois demander un 8e joueur. C'était juste pas envisageable. Ce qui fait que du coup. Au final, ça a plutôt très bien fonctionné parce que le fait qu'on soit 3 dans l'équipe fait qu'il y a des stratégies qui ont beaucoup de variations. On peut choisir de faire 2 en défense mais un seul en attaque, 2 en attaque mais un seul en défense, et choisir où est-ce qu'on veut prendre les risques. Et au final, ça augmente encore le nombre de stratégies possibles dans le jeu. C'est ça. Donc, mais c'est rigolo comme de se dire que ce choix-là, qui a été fait donc très vite en début de prod, a vraiment potentiellement totalement influencé le résultat final, puisque qui dit plus de joueurs dit forcément une map plus grande, avec une structure de LD différente, un rythme de jeu différent. Plus d'environnement à produire. Donc ça implique énormément de choses et le résultat... networking, il y avait plus de gens à l'écran, donc au niveau des VFX, des caras, il fallait être plus optimisé encore. Donc oui, je pense que ça a beaucoup sauvé la prod aussi. C'est ce genre de petits choix comme ça qui font la différence. Effectivement, j'avais un truc en tête mais j'ai oublié. Et mine de rien, on arrive à 45 minutes de stream. Je sais pas à quel point on va venir nous éjecter de ce canapé. Je pense qu'on peut finir ces 3 minutes de partie. On peut finir cette partie. Ouais. On a pas mal aussi itéré sur le rythme global de la hoop, d'un point de vue particulièrement sur les temps de respawn, parce qu'on a mis pas mal de temps à itérer sur ça, puisqu'on avait des moments, des itérations du jeu où juste le fait de tuer quelqu'un n'avait pas tant d'intérêt que ça, puisqu'il venait réapparaître instantanément après, et du coup ça créait des teamfights au centre de la map, en fait, qui n'arrêtaient pas, parce que les gens respawnaient, revenaient, etc. Donc on a eu un petit moment quand même où on a un peu remis en question un peu cette partie du design, et on a un petit peu essayé de créer des temps de respawn un peu plus procéduraux qui s'ajustent en fonction de l'état du jeu. Donc genre, s'il y a un porteur d'orbe en cours, les temps de respawn seront plus fréquents, donc plus frénétiques, pour créer un rythme plus soutenu. Là où si on est en temps normal et qu'on vient mourir dans le camp ennemi, on va avoir un respawn plus lent pour qu'ils aient le temps de redéployer, de repush là-dessus. Donc ça c'était un point intéressant sur lequel il fallait un petit peu maîtriser pour qu'on ait notre expérience de jeu telle qu'on la voulait en termes de rythme global, quoi. Oui, parce que du coup ça permettait d'avoir, encore une fois ça ajoutait des stratégies, parce que la stratégie la plus optimale, entre guillemets, c'est de tuer l'équipe ennemie avant de capturer l'orbe pour pas que leur temps de respawn soit trop court. Et du coup en fait ça crée des nouvelles dynamiques à ce niveau-là, et ça a beaucoup amélioré en fait le rythme du jeu. Et oui, aussi là-dessus sur l'orbe, de manière générale, c'était un énorme objectif de pas avoir ou de diminuer un maximum les moments où on réalise qu'on a l'orbe qui est capturé, que l'ennemi est parti avec et on n'a pas le temps, enfin on le rattrapera jamais, il a encore toute la map à parcourir mais juste on ne pourra pas le rattraper. C'est pour ça qu'on a du coup joué sur l'aspiration, joué sur ce système de respawn procéduraux, les boosters, le LD. Ça c'était vraiment un big no-no d'avoir ces moments où juste on peut rien faire, quoi. D'ailleurs, par rapport au moment où on peut rien faire, on voulait aussi que Swift soit quand même un minimum un jeu d'équipe. Donc que pouvoir être tout seul dans l'équipe, jouer tout seul et gagner sans vraiment avoir l'aide de ses alliés, ce soit pas trop possible. Ça passe principalement par le fait que quand on porte l'orbe, on peut plus attaquer, donc on peut plus se défendre. Donc ça fait qu'on est plus ou moins obligé, sauf si on est vraiment très bon, mais faut vraiment y aller. Pour jouer tout seul en fait dans Swift, c'est quasiment impossible. Il faut toujours faire attention à ses alliés et essayer de jouer avec eux. Ça c'est un gros objectif pour nous. Ouais, et ça crée vraiment ces moments très intenses de grosse coordination où les alliés vont vraiment devoir un peu déblayer le chemin pour que le mec puisse passer avec l'orbe. Et il y a un petit peu ce skill assez intéressant où il faut
les ennemis qui poursuivent le porteur d'orbe doivent essayer de prédire ses mouvements pour le contrecarrer, mais les alliés du porteur d'orbe doivent également un peu prédire les mouvements qu'il va faire pour essayer de se mettre entre le porteur et les ennemis qu'il pourchasse, ce qui n'est pas forcément évident non plus, puisque le porteur d'orbe forcément va aller un peu dans tous les sens, donc il y a un peu de ça, de savoir comment ses alliés jouent également, comprendre comment, dans une situation, où est-ce qu'ils vont aller, et comme ça se positionner pour les protéger. Et on a un overtime. On a un overtime, donc là il y a quelqu'un qui a capturé l'orbe alors que le compteur arrivait à 0. Donc l'overtime s'est déclenché, vous voyez la petite jauge de chargement qui diminue en haut. La partie va se terminer au moment où elle va arriver à la fin, mais tant que quelqu'un, n'importe qui, tient l'orbe ou est en train de capturer, pardon, cette jauge va se stopper. Donc il y a moyen... Et se remplir. Oula Ah, on a perdu Swift. On a perdu Swift. Non. Mais personne ne va toucher apparemment. Et donc, là ça m'a l'air terminé. Bien joué à l'équipe violette. 3-1. J'aurais 3-1, pensé à clean. un overtime un peu endiablé, mais non, 3-1. on aura Rien à dire. 3-1. Mine MVP. Et puis là-dessus, Et bien oui, là-dessus, je pense que c'est le on moment. va pouvoir vous laisser. On vous remercie du coup de nous Merci avoir rejoints pour cette petite session de Swift. Merci pour vos questions. Et, J'espère que ça vous a plu, j'espère Oui. que ça vous a intéressé. Encore une n'hésitez pas à venir sur Discord. Je t'ai coupé. c'est ce que j'allais Et dire, pas mais voilà, on aurait dû le dire en même temps. mais voilà, n'hésitez pas à venir faire des games, Nous parler. vous frotter finalement au meilleur Swifter finalement. Oui. Et voilà, et on vous dit sur ce, bisous à tous. Et bonne journée, bon après-midi. Allez, salut. Au revoir. Incroyable. Parfait. C'est fini. Excellent. On nous entend encore à tous les coups.